A little while ago we were on the square where it was snowing, so we came here to get warm and we'd go back there afterwards. We were talking with Alaa Abdallah about the delivery of the Amnesty International report about human rights in Syria. Both of you have been victims of the regime. Can you introduce yourself before we develop the analysis of about what can be done? أنا اسمي شيار خليل Not all the صحفي سوري ومعتقل لمدة 2.5 عند النظام السوري. صار لي سنة بباريس بفرنسا وعم اشتغل بمجال حقوق الإنسان ودفاع عن المعتقلين السوريين ومجال الصحافة. My name is Sakhar Idris. I'm a Syrian journalist. I'm here in France since about 1 year and a few months. Yeah. My name is Sakhar Idris. I'm a Syrian journalist. I'm here in France since about 1 year and a few months. I came to France because I couldn't find renewal of my passport. The regime refused to renew my passport and they asked me to go back to Damascus. So I came here. Actually, I have very bad history, my family with the regime, because my father was detained for 18 years, my uncle as well. So we are working now on some campaigns for detainees, for Syrian detainees in Syria to be released. Did you say that you've been a political prisoner until 2 years ago? Did you say it? Yeah, he said. So, how do you feel about the way people in France, in Europe, react to the issue of Syria and to news coming from Syria about violation of human rights? Do you feel you are being listened to, taken care of, supported, or ignored? Well, I will tell you the truth. There is lack of information in the Western street about what's happening in Syria. After they knew a lot of Syrians, they are doing campaigns, awareness campaign to inform the Western street about what's happening in Syria. A lot of Europeans, they interact positively with what's happening. Yeah, they are interacting, but we still need to inform the people about the rights of detainees, the political detainees in Syria, because a lot of European and French as well, they were surprised that and shocked that there is some detainees in Syria for political issues. Somehow we still need to work on this cause, especially the detainees, because the Syrian regime and others, other extremists like Daesh, like al-Nusra, they still have detainees, but the most detainees, more number in Syria and regime prisons, about more than 200,000. Now we have detainees inside the jail. They are in jail just because they ask for freedom of expression. They are very peaceful demanders. They are asking only for reform, against the corruption. They want to express their views, their political views, which is human rights. Actually, what I hope that from the Western, especially Europe, actually, because we lost the hope in America, we need that from Europe to interact positively with the Syrian cause, whether human rights aspects or even the democracy aspects. All we ask is to apply the democracy, to have democracy in our country like other countries, like in Europe, like in other Western countries. Idriss, qui est un journaliste syrien qui a travaillé en exil à Dubaï, n'a pas pu retourner dans son pays parce que, comme nous bien entendu, on lui a refusé le renouvellement de son passeport syrien. Donc à Dubaï, il n'a pas pu continuer d'employer. Il s'est réfugié en France. Son père a été prisonnier politique pendant 18 ans, son oncle aussi. Et il trouve que sur la question des droits de l'homme, comme l'Amérique ne fera rien avec Trump, c'est l'Europe qui doit se mobiliser. C'est son message principal. But now, just to finish on this, and then Shahid, can you give thematically a description of the violation of human rights in Syria now and since the Assad family came to power? What are the big figures, the big phenomena that nobody knows about?
The violation started in Syria in 1971 exactly, when Hafez al-Assad started ruling the countries. He started detain the opposition and putting them in jail. Some of them they were tortured to death. They died under torture. Les violations des droits de l'homme en Syrie ont commencé dès l'arrivée de Hafez el-Assad, le père de Bachar, au pouvoir en 70. En 71, tous les détenus politiques les opposants étaient arrêtés, il y avait des tortures. And start detaining the huge detention volume started in 1974. My father and my uncle were detainees also. I don't know my father, I don't know my uncle, I did not meet them. I don't know them. I meet them only behind bars in the jail. I don't know them. I did not meet them personally. I did not talk to them. It was allowed for us. 18 years? Yes, for 18 years. Donc son propre père et son oncle, à partir de 1974, ont été détenus pendant 18 ans. Il n'a jamais pu les voir. Son père et son oncle pendant 18 ans. And this is it's not only us. At that time, there was more hundred thousands of people Il y avait des centaines de milliers de inside personnes jail arrêtées for political pour issues, des raisons politiques. but there was no awareness for that. Il n'y avait pas de conscience de ça dans les médias. The media, they were not aware because it was very closed and C'était très nobody, fermé comme pays. nobody was there to talk. It was the fear. Personne ne And témoignait. it On was avait the peur. fear from the regime to talk, La to peur du criticize. Everyone criticized. Toute critique était rejetée. He was going to jail, and we remember Hama massacre in On se 1980s. souvient dans les années 80, au début, le massacre de Hama. More than there is no specific How many estimation. people? 40,000? It's about the estimation says about 40,000 civilian 40 000 morts dans une victims. seule ville, victimes civiles, dans Civilian les bombardements, les massacres Where du the régime. whole families were dead. Des familles entières ont été dévastées. After that, the economic sanction that was applied on the people by the regime. Et après, le régime a appliqué des sanctions économiques contre son propre peuple. Always the people were busy to find like source of income to feed the Chacun family essayait de nourrir sa famille comme il pouvait. because there is no social Coverage. assistance coverage, no Yep. social Il n'y a pas de assistance. couverture sociale, alors c'était la débrouille. So the regime opened the corruption for entire Donc le régime a pavé la people. voie à la corruption pour le peuple entier. So you can do anything, but you cannot criticize the regime. Donc tout faire, mais on ne peut pas critiquer le régime. Do anything, deal in drugs, kill, Vendre de la drogue, tuer, steal, voler, be corrupted, être but corrompu. don't ever jamais criticize the critiquer le regime régime. by one word. D'un seul mot. After Bashar al-Assad, he received like by power of his father because Bachar a reçu le pouvoir de son père, c'est évident. there was no real Il n'y a election. pas eu de vraies élections. And he was not eligible for election because his old was 36 years only, and the constitution asked for 40 years to be a president. Il n'était pas éligible puisqu'il avait 36 ans, la constitution disait que le président devait avoir au moins 40 ans. So by power of his father, they appointed him by force as a Donc il a president. été nommé par force. The Syrians said, okay, this is was educated in Europe, so they had some hope. But unfortunately, after that, this hope was lost because there was no real reform. The corruption is still and become higher and upper, more corruption La and corruption, elle corruption. n'a fait que monter, donc il n'y a pas d'espoir là. À l'époque. Until what happened in 2011 when the revolution started, it was very peaceful. Et quand la révolution a commencé en 2011, le printemps arabe syrien, c'était très pacifique. And the regime started detaining intellectual and high-profile people. Le régime a commencé à arrêter des intellos, des gens de l'élite, And release criminals et from the relâcher des jail. criminels. Those criminals became a warlords now, Mais ces criminels sont des seigneurs de guerre. and this is what's happening C'est ce qui now. se passe maintenant. This is what's happening now exactly, and the regime still doesn't want to admit that there is a real opposition. Le régime veut toujours admettre qu'il y a une opposition véritable. He called everyone
against him is a terrorist, Tout ce qui est contre lui est nommé terroriste. whereas we have evidence that the regime has connection with Daesh and al-Nusra. Alors qu'on a des preuves que le régime a même des connexions avec Daesh. This evidence was published by Ministry of Treasury, the American Ministry of Treasury in 2015 November. En novembre 2015, le ministre américain de Toulouse a publié ces preuves de lien entre le régime et Daesh, le régime syrien et Daesh. It shows that there is a connection, the business in between Daesh and the Syrian. Il y a des affaires en commun. But you know, there's even a picture of John McCain was a candidate to the American elections before with leaders of Daesh in Damascus. The regime organized a meeting between an American candidate The and Daesh. regime has penetrated Daesh and other extremists, and he made it. Je disais qu'il y a même une photo où il y a un candidat, John McCain, à l'élection présidentielle américaine, pose à Damas, en présence du gouvernement syrien, avec des représentants de Daesh. Donc la connexion est là quand même, c'est paradoxal parce qu'ils apparaissent comme des ennemis, mais ils sont complémentaires dans l'oppression du peuple syrien. And till now, the regime doesn't release, the Bashar al-Assad regime doesn't release any intellectual or high profile. He only release and exchanging the detainees between al-Nusra and other extremists. So till now, Bashar al-Assad doesn't want to admit there is a real opposition. He doesn't want to reform. He still insists to not have any kind of democracy or freedom in Syria. This is what we are asking the Europeans and the world to help us to find in Syria, to build a Syria. We're still Syrian. Now everything is stable. We will go back to Syria and start building our Syria. Voilà, nous ce qu'on demande à l'Europe, c'est de nous aider à construire une vraie Syrie, une Syrie démocratique, et qu'on puisse retourner. Et pour l'instant, on n'en est pas là du tout. C'est ça notre espoir. Maybe I'd like to go back to la place du Trocadéro. J'aimerais qu'après l'intervention de Shahir, ils disent leurs rêves pour la Syrie, pas les violations seulement. أنا بقيت 2.5 سنين بالسجن. كنت بالأفرع أمنية بدمشق. خلال 2.5 سنين لقيت كثير حالات من القتل والتعذيب والأمراض داخل هاي السجن. شو بحس السجن كان بالنسبة لي مثل قبر جماعي، يعني كان فيه أرواح حية، وكل يومين 3 أيام يموت 1-2 من عنا. كانت الأمراض كثير منتشرة بالجسم، كان في قرقرينة بالجسم، كان في تعذيب لدرجة كثير بشعة. النظام السوري هو عم يمارس نوع من الإبادة الجماعية داخل معتقلاته في دمشق وفي المناطق الأخرى. اللي فيني أوصفه إنه دمشق هو تحته عبارة عن قبر جماعي. قبر جماعي فيه سوريين مدنيين دافعوا عن الحرية والكرامة، طلعوا عارضوا النظام والنظام اعتقلهم وحطهم بهي المقابر مشان يموت. بصراحة تقرير أمنستي هو كان من التقارير المهمة اللي بيحكي عن موضوع هاي الإبادة الجماعية اللي عم يمارسها النظام تجاه السوريين. تقرير صدنايا تحديدا هو وثق الانتهاكات اللي بيقوم بها النظام من خلال عمليات الإعدام المتنوعة ومتعددة في هاي الأقبية، وبنفس الوقت وثق حوالي 13,000 ضحية بهذا المكان. He was detained 1 minute. بتعرف الترجمة الفرنسية منيح ولا لا؟ الترجمة الفرنسية. She will speak in French. Good. So he will tell you which fit to talk in French or English. French. No, but it's nice that you use English because maybe Link TV in the USA is going to show the program. Okay. He was saying he was detained for 2 years and have like a mass grave in Syria. There he was daily. He was watching some people were dying, tortured to death. After they take them for interrogation, they come back like bleeding and a lot of torture signs on their bodies, and after that they died. You feel it's a very narrow place, very small place. A lot of detainees, they were in the same room and tortured. I know what he's saying about torture signs.
and a lot of torture signs still in the bodies of the people who are still alive. In Damascus, especially in Damascus, under the ground, you can find mass graves. Damascus, obviously, is like a normal city, but under the ground, you will find a lot of graves, a lot of jails under the ground. Actually, after Amnesty report, which shows about 13,000 detainees or 13,000 victims, actually the number is more than this a lot. It's more than 13,000, but this is the only documented cases. And now we are working to find another cases, which is in more than 100,000. Donc notre ami a été clairement torturé, il s'apprêtait même à montrer les traces sur son corps de la torture. J'ose pas lui demander de nous montrer ça. Donc il dit que vraiment dans les prisons c'est l'arbitraire total, la torture tout le temps, son corps était en sang. C'est dur de traduire ça parce que on est là dans un café au Trocadéro, il a réussi à s'échapper, il est là, mais il a failli mourir plusieurs fois notre ami. Et notre autre ami, journaliste anglophone, a traduit longuement ce qu'il a dit, mais pour moi c'est difficile maintenant. Sakan, I summarize very briefly what he said because it's terrible to see someone like him who was almost dying in a jail and is now in a cafe in Paris, you know? Yeah. The paradox of life. Exactly. So it's, I can't Most translate. of the people, they were shocked. They have like kind of civilization shock, you know. Some detainees since very long time, now after they were released, a very long time, they don't know what is the phone and they are very surprised and shocked. Oh, there is a phone by touch. Oh my God. You Il y know, a des détenus politiques en Syrie qui sont détenus depuis tellement longtemps que quand ils sortent, s'ils sortent, ils sont surpris de voir qu'il y a le téléphone qui marche en appuyant tactile, ils n'ont jamais vu ça. Ils découvrent ça en sortant de prison. yeah, because and some people, they were in jail when the phone, it was manual. They are very shocked because when they came inside there, it was manual phone. Now they came out, they saw like Ils sortent, mobile ils phone. voient des téléphones mobiles. Putain, moi le son va pas passer là, Patrice. They were Le very micro- shocked. Le son il prend fin, c'est pas sur les côtés. Some people, they have diseases now, they have psychological issues, they have very psychological problems because they need to reintegrate with the society. Because, you know, there was a gap, about 15, 18 years, 20 years gap between them when they were in jail. Actually, there was no connection between them and normal life. So they need to update their information, they need to update their culture, they need to update a lot of things. We have now like trauma, very huge trauma, and we need to help them to reintegrate them with the normal societies, to living their life. Saker, Yeah, we, what's coming to my mind listening to you is that instead of a live program, since you are an investigator, everything you say, we have to document. We have to film elements, evidence, and make it a real investigation. Take the time to do something very deep, proving that the Amnesty International report means a lot, and so that nobody can deny the reality you've gone through. You know, it's an important task, I believe. yeah, it's very important task. And now we are talking to a former detainee who suffered from this regime. As I told you, I don't know my father, I don't know my uncle, I did not meet them. But you say you don't know, you didn't see, but you don't see, don't know. Is it I that? know them. I know them. No, still. I mean, I did not live with them. Okay. I did not live with Okay. them. I don't know his personality. I don't know whether his angry personality Okay. is a good personality. This is what I mean. I did not live with them. So this is what I. J'avais le sentiment que faire une émission comme ça avec un témoignage, bon, c'était déjà quelque chose. Mais que pour être irréfutable, parce que notre ami Saker est un journaliste d'investigation, il faudrait rassembler les preuves qu'ils ont entre leurs mains, et pas juste la parole, montrer les images, les textes, les lettres qui attestent
à travers des histoires humaines de la réalité des violations des droits de l'homme en Syrie. Parce que souvent, on sort des chiffres, des nombres, mais quand il y a des histoires réelles et incarnées, à ce moment-là, on comprend ce que ça veut dire l'oppression. Et donc, je crois que c'est un boulot qu'on doit faire. Je ne sais pas comment on va faire, mais avec Sakel, qui apparemment maîtrise l'idée de l'enquête, l'idée de la preuve, c'est un moment clé. C'est-à-dire qu'on ne veut pas laisser un régime continuer de vivre dans l'impunité. C'est Farouk Mardanbeh, un grand opposant syrien intellectuel, qui me disait l'autre jour, depuis 1970, le régime syrien massacre des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, opprime. Et on le prend pour un interlocuteur. Il y a une limite. Parce que Bachar a étudié, je ne sais pas où, en Angleterre, machin. Donc il y a un moment où la dignité de la diplomatie implique qu'on ne le traite pas avec des criminels de guerre. Et la Syrie apparemment est un criminel de guerre contre son propre peuple, le régime. Sorry, I did an open editorial. You got it? Okay. Your turn. So maybe, if you want, voilà. Did you translate to Shihar? What we just discussed? No Shia. Shihar. Sorry, my Arabic is poor. My English is a bit rich. This circulates one more document at a key moment when we bring the Syrian regime back to the table of negotiation to demonstrate the level of dictatorship, oppression of war criminal against his own people. شو بدنا من التقرير؟ هو عم يحكي انه يعني انه صعبه عم يحكي لي انه اي شيء بده دليل، بده وثائق، بده شهاده. لهيك ممكن هذا التقرير يساعد الموضوع هذا، يساعد القصه هذه. ممكن يتحاسبوا بعدين مثل كمجرمي حرب، يعني كمجرمي حرب يرجعوا على الطاوله، يطلعوا مناقشات، مفاوضات يعني اجمالا هيك. فهذا الموضوع لازم يتدافع باعتبار المساءله وعداله انتقاليه. طبعا تقرير امنيستي ما هذا التقرير الاول، هذا التقرير الثاني اللي بيطلع بهي الكثافه وبهي الاهميه مع شهود. اغلب الشهود نحن على تواصل معهم وبنعرفهم وبنعرف معاناتهم. هلا اوكي هذا التقرير حياخذ نوع من المحاسبه مستقبلا، ولكن هي المحاسبه صرنا بالسنه السادسه من الثوره السوريه وتحولت لحرب وتحولت لعمليه قتل واباده من قبل النظام وميليشياته ومن قبل القوى الاسلاميه المتطرفه اللي صارت كمان تقتل مثل بشار الاسد، ولكن ما ارتقت لنفس المستوى. عمليا هذا التقرير هو جزء من المحاسبه المستقبليه لهذا النظام، ولكن نحن بدنا اجراءات آلية من اوروبا تحديدا بهذا الوقت انه يوقفوا هي آلة القتل ويساعدوا بالتدخل مشان موضوع العداله الانتقاليه وموضوع افراج عن المعتقلين. Actually, this is not the only report that is issued about the violation, the regime. This is the second report, and also we know about Caesar photos, but till now there is no real reaction about what's happening, whether in the Syrian regime or Bashar al-Assad regime detention center or other Islamist extremists like Daesh or al-Nusra. He means but all violations, if you want to compare it, the regime violations much far away from the other extremists. So the regime is the most violating side. We need to use such reports in accountability and transitional justice in the future, because finally we have to be stable, we have to live, we have to continue living even after the negotiation. We can use those reports into the accountability, saying finally we can disregard also the violation in the extremist side, the Islamist side. We still need to bring all of them to the justice,
and the human rights is the more thing that we are interested in. We still need the human rights to be applied in Syria. We need the help and assistance of European people, European governments to assist us to apply the democracy and to practice the democracy in our country, in Syria. And we hope that to get this help from the European people. Ami dit que les droits de l'homme sont absolument essentiels aujourd'hui par rapport à la question syrienne et qu'ils ont besoin de l'aide des peuples, des gouvernements européens pour mettre ça sur la table, que sinon il n'y a pas moyen de construire une Syrie véritable, qu'ils sont dans une phase de transition peut-être, mais que c'est absolument essentiel de documenter en effet les preuves des violations des droits de l'homme, que le rapport d'Amnesty n'est pas le premier, il y en a eu d'autres, il y a eu le rapport César, mais que malheureusement jamais personne ne réagit. Donc il est temps de réagir et ce que je propose, what I suggest is that we answer to Pierre's question about negotiation, and then we go to the square to describe the Syria you dream of, okay? So Pierre, who is filming now, was asking that if you agree with the French government that it's necessary to talk with the Syrian regime. You agree with that or not? عم اقول لك انه هل انت ما عندك مشكله او تتفق مع طرح الحكومه الفرنسيه في النقاش مع نظام بشار الاسد؟ نحن مع النقاش مع بشار الاسد برحيله، يعني اي العداله الدوليه والعداله الانسانيه بتقول انه المجرم لازم يتحاكم وفق القوانين الدوليه. بشار الاسد لازم يتحول لمحكمه، يعني نحن عم نشجع اي مفاوضات مع النظام لوقف آلة القتل بسوريا فقط، يعني وبعدها بدخول بمرحلة حكومة انتقالية بشرط رحيل هذا المجرم هو والأطراف الأخرى، يعني كل الناس اللي تورطوا بالدم السوري. You're a journalist as well. No, Sky News Arabia. Sky News. He's saying with the negotiation from the start point that Bashar has to leave. Actually, because he's a criminal, there is evidence that he's a criminal. So the human rights law and the international laws supposed actually to ask and to apply that, to support that his leave. He has to leave because we cannot, for example, be ruled by a criminal. So because we can't trust him anymore. But now the most important thing now to stop killing, to stop the bleeding of the blood, because we have rivers of bloods now in Syria. And it's not only Bashar, he has to be brought to the trial. Also Bashar and other criminals from all sides has to be brought to the justice, has to be trialed, has to be brought to the court. Donc il dit qu'il est très important que justice soit rendue, que le régime de Béchir doit tomber, parce qu'il y a des rivières de sang qui coulent en Syrie et que ça ne peut pas se passer dans toute l'impunité. Il n'y a pas que lui, il y a tous ceux tous ces sbires, et qu'il doit passer devant un tribunal pénal international, une cour criminelle. Les formes de violation des droits de l'homme en ce qui concerne les réfugiés. Écoute, je dirais bonjour à tous, qu'il est clairement, on est dans un moment de grande violence envers la personne migrante et le sujet migrant partout en Europe et je dirais même dans le monde. En fait, le point commun, c'est la violence, la détention arbitraire, le refoulement, les déportations. On est dans un moment d'immenses violations des droits de l'homme des réfugiés. C'est d'ailleurs impressionnant la dérive en cours parce qu'elle s'est accélérée ces dernières années, je dirais les 5 dernières années, avec les politiques de l'Europe, avec les accords bilatéraux, surtout aux confins de l'Europe. La volonté, c'est clairement d'externaliser les frontières, donc de déléguer à des pays, souvent des dictatures, Soudan, Niger, Érythrée, le refoulement des migrants à leurs frontières, faire en sorte qu'ils n'arrivent pas. Ça, c'est l'obsession de l'Europe maintenant. Je pense qu'on est dans une phase assez délirante où l'Europe a vu dans la personne migrante un problème, un sujet qui dérange, donc on veut le faire disparaître en fait. Et les techniques en cours sont celles-là. Pour être plus précise, on est en train, l'Europe, à partir de l'accord avec la Turquie,
a carrément officialisé une politique de refoulement, une politique de déportation. On a 65 000 personnes qui pourraient peut-être demander l'asile, ou des migrants économiques aussi, mais bien sûr, mais bloquées en Grèce. 65 000 personnes, dont je ne sais pas combien de Syriens qui arrivent des bombes, et ils sont détenus dans des camps de détention absolument innommables, sans leurs droits, sans assistance légale, sans hygiène, sans perspective, sans possibilité d'apprendre une langue, parqués. En fait, on est dans du parquage de masse de personnes qui n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir recommencer leur vie. J'ai parlé avec des personnes qui sont bloquées en Grèce depuis 2 ans. Il y a beaucoup de rapports d'ONG, d'associations de droits de l'homme, de Human Rights Watch, de Save the Children, de Amnesty, qui parlent de dépression, de tentatives de suicide de plus en plus nombreuses, même parmi des mineurs non accompagnés. Donc en fait, on a en ce moment la destruction, je pense, de la personne migrante, tant en Europe que à ses frontières. Ce qui est assez intéressant aussi, je voudrais dire un mot sur la Convention de Genève. Je pense qu'en fait, l'hypocrisie qui se cache derrière les accords avec la Libye et l'accord avec la Turquie, c'est en fait d'avoir simplement fait sauter la Convention de Genève, puisqu'il n'est plus possible de demander l'asile en Europe en ce moment, pratiquement, puisque ces personnes viennent refouler à leur départ. On a même des cas à Moria, dans un camp de détention sur l'île de Lesbos. On a un camp de détention qui fonctionne comme un hotspot, c'est-à-dire un parquage en attente d'une demande d'asile, mais qui a été rejeté, qui a été refusé à des demandeurs d'asile comme des Kurdes, des Irakiens, des Afghans. Donc on est dans la négation, dans la violation de la Convention de Genève. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Je pense que les violations ont des formes très variées, mais elles peuvent être accommunées à ce principe de rejeter la personne. Et on peut parler aussi, je ne connais pas le mur de la frontière avec l'Amérique, entre Mexico et Amérique, mais je pense qu'on est dans les mêmes visions d'une personne qui ne doit pas rentrer, au prix de la faire attendre des années sous un mur, de la faire survivre dans les jungles. Vous connaissez mieux que moi la situation à Calais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la folie de cette espèce de déplacement permanent de la personne migrante. Alors, on a Ventimiglia, on a Calais, et on a vu la police qui, chaque jour, refoule, sans penser qu'ils reviendront toujours, que ça n'a aucun sens. C'est vraiment de la cruauté ignoble de déplacer la personne. On a eu le cas Place Indépendance il y a à peine 3 jours à Rome, où un palais occupé de demandeurs d'asile et même de réfugiés politiques comme des Érythréens et des Éthiopiens ont été carrément jetés dans la rue et de nouveau déplacés avec la violence. Voilà. Oula. Et Flora, selon toi, quels sont les recours possibles? Écoute, ça c'est une question difficile parce que justement, je pense qu'on est dans un moment de grande violation de la Convention de Genève. Je me demande même si en réalité on ne pourrait pas dire qu'elle a de fait sauté. On a fait sauter la Convention de Genève en Europe, c'est triste à dire. Donc c'est très difficile. Il y a des recours individuels possibles. Il y a beaucoup d'avocats extraordinaires qui travaillent en Grèce, en Italie, en France, pour faire des recours auprès des commissions territoriales, à la commission du droit d'asile, pour en effet demander l'asile à ces personnes qui ont droit de l'avoir. Mais je crois que malheureusement les recours passeront par une solidarité de la part des citoyens européens, comme on a vu qu'elle est en train de naître chez vous avec Cédric Héroux, toute la vallée de la Roya, chez nous à Ventimiglia, à Rome. Il y a tout un mouvement de solidarité croissant. En Grèce, énormément d'activistes prennent la défense des migrants et c'est cette solidarité. Pour revenir au cœur du recours, de la capacité des migrants et des réfugiés à se défendre eux-mêmes de cette violence culturelle, politique et militaire de l'Europe en ce moment, je pense qu'il faudra que naisse, et elle est en train de naître, une résistance migrante. On a vu à Moria cet été, il y a eu des hunger strikes, des grèves de la faim très poussées. On a eu 2 Kurdes irakiens qui ont fait la grève de la faim pendant plus d'un mois.
dans le silence complet, mais dans un symbolisme extraordinaire. L'Iranien Arashan en paix, il s'est assis devant le Haut Commissariat aux réfugiés pendant un mois. Et le Haut Commissariat aux réfugiés a fait semblant de ne pas le voir. Donc ça dit tout, on est dans une espèce de lutte entre un sujet migrant qui est en train de naître, qui est un sujet révolutionnaire, qui, conteste notre monde, il demande simplement d'avoir le droit à l'égalité, et on a tout fait pour l'empêcher de venir. Mais je pense que la résistance à ce fascisme de la frontière, comme je l'appelle, viendra des réfugiés et des migrants eux-mêmes, et notre travail là en ce moment c'est de l'accompagner. Ah oui. Mais je me demande pourquoi, comment un engagement si important, un engagement personnel si important comme le tien, d'où il vient? Mais c'est pas seulement le mien, je crois qu'on est une génération qui a été complètement investie par cette arrivée. Alors ça aurait été fermer les yeux de ne pas les voir. Ils sont là, ils sont dans les parcs, dans nos rues, sous nos maisons, dans nos vies. Donc c'est pas vraiment un engagement, c'est le flux historique des choses qui fait que nos populations sont en train de se rencontrer. Il y a des personnes qui ont décidé de voir, d'autres non. Moi j'ai eu la chance, en fait, le privilège de pouvoir aller à Lampedusa dès 2010-2011, et je dirais que j'ai ouvert, comme tu sais on ouvre une petite porte, j'ai passé le seuil d'un centre d'accueil, comme ils disent. Moi je les appelle centre de détention et centre de non-accueil, centre de destruction de la personne migrante. Et à partir de ce moment où j'ai ouvert cette porte, j'ai été, tu sais, au milieu d'une institution totale, comme une institution où la police, où l'opérateur social sont tous complices et créent une violence énorme sur la personne migrante. Et à partir de ce moment, c'est vrai que ma conscience s'est réveillée, et ça a été après Une fois qu'on a vu cet inhumain, on ne peut pas vraiment retourner en arrière, mais j'ai plein d'amis, plein de compagnons de route qui ont décidé de voir et qui luttent en ce moment en Europe pour essayer d'empêcher ce qui malheureusement est en train d'arriver, c'est-à-dire une guerre déclarée aux migrants. Parce que, pour revenir sur la question, la première question que tu m'as posée, ce qui est intéressant, c'est que pendant 20 ans, on a fait des accords pour refouler ces personnes avec les pays, comme je disais, les pays tiers. Mais maintenant, en Italie en tout cas, et même Macron récemment, avec la proposition de centres de recueil, les hotspots en Libye, en fait officialise une politique néocoloniale. On est en pleine reconquête de l'Afrique. On a déplacé les frontières de l'Europe en plein sub-Sahara, du Niger au Tchad. Avec la Turquie, on a fait la même chose. L'Europe est en train de créer une espèce de bulle monstrueuse pour refouler ces personnes, les tenir les plus distantes possibles, mais au risque de leur vie. On a près de 30 000 morts dans la Méditerranée, dans la fosse commune Méditerranée. Donc il y a une apocalypse culturelle en cours. Le problème, c'est la conscience des citoyens. Mais elle est en train de naître, je pense, parce que la politique, excuse-moi, je me suis un peu perdue, mais je voulais dire une chose importante qui s'est passée cet été en Italie. En fait, on a eu l'officialisation, c'est-à-dire qu'on est sorti de l'hypocrisie. Le gouvernement lui-même pratique le refoulement. Il a lui-même passé des accords avec la garde libyenne, la garde côtière libyenne, en disant vous refoulez les migrants en mer Méditerranée et vous les reportez en arrière dans les lagers en Libye. On sait très bien qu'il y a des lagers en Libye. J'utilise le mot de façon consciente, je ne veux pas créer de polémique, mais quand on regarde les images et qu'on entend les témoignages des personnes qui sortent des camps de détention en Libye, on a la vraie sensation que ce sont des survivants. Ils ont survécu à l'entassement des corps, au massacre dans les prisons, et même à une forme, tu sais, d'élimination par l'absence de soins, parce qu'on a des personnes qui meurent de tuberculose ou de maladies même assez simples dans ces lieux. Donc voilà, je pense il est en cours en fait une élimination de la personne migrante.
sous différentes formes, psychiques, parce que les garder dans un limbe pendant des années sans qu'ils puissent arriver chez nous, et en plus en les menaçant de les ramener en arrière, ça crée vraiment un désastre psychologique. Et puis une élimination physique dans la Méditerranée en ce moment, qui s'est accélérée avec les accords avec la garde libyenne, la garde côtière libyenne, qui sont des milices. Waouh! Alors, comment croyez-vous possible de retourner l'opinion en faveur de l'accueil des réfugiés, d'où qu'ils viennent? Alors, il est clair que c'est le travail qu'on a essayé de faire tous, là, depuis les dernières 10 ans, tous les journalistes, les activistes, les associations, on a travaillé sur l'opinion publique, on a fait des sites, on a raconté, on a fait des blogs, on a montré des photos, on a tenté de sensibiliser. Tout ce travail, je pense qu'il est en train d'être détruit par des politiques de gouvernement qui se comportent de façon déclarée, violente. Et je crois qu'il est même plus tellement temps de penser à la question de l'accueil, puisque l'accueil n'a pas fonctionné. On n'a pas du tout la relocation, la fameuse politique où on devait déplacer seulement des Syriens d'ailleurs. Ça, c'était complètement injuste. Pourquoi que des Syriens? Il y a des Irakiens, des Afghans, il y a plein de réfugiés qui souffrent en ce moment. Donc ils ont créé une espèce de première classe de Syriens, très bien, mais les autres avaient aussi le droit d'asile. Cette politique a échoué. Je crois que la France a accueilli 3000 Syriens, si je ne me trompe pas. Donc c'est ridicule, c'est ridicule. Donc je pense que l'accueil, c'est bien. Il faut bien sûr essayer de l'accroître, mais la question aujourd'hui, c'est éviter que ces personnes meurent. C'est construire une résistance citoyenne et migrante pour empêcher la politique de refoulement, la politique de déportation et la politique de massacre en cours. Ah ouais. Je ne sais pas si je suis claire sur cette question, mais... Si. Je crois que c'est en fait une question qui est un peu dépassée. On pouvait faire l'accueil. L'Europe a choisi de ne pas faire des couloirs humanitaires. Comment se fait-il que des pays du G8 n'aient pas construit des ponts? On n'est pas simplement envoyé des ferries chercher ces personnes. Ouais. Il y a 250 000 réfugiés et migrants bloqués en Libye. On sait qu'ils sont la proie de milices, qu'ils sont la proie d'un trafic d'êtres humains. Ils sont arrêtés en pleine mer, refoulés dans des lagers, revendus, redéportés. Mais, je veux dire, c'est abracadabrant que l'Europe n'ait pas réussi à construire un système de protection de ces personnes. Donc quelle est la question réellement derrière? Il n'y a pas de volonté politique. Donc l'opinion publique, elle peut en effet tenter de résister, elle est en train de le faire, mais ce qu'il faut, c'est des résistances de disobedience civile, et comme on l'appelle ici, je ne sais pas traduire, désobéissance civile, c'est qu'on va arriver à ce qu'on a déjà vu dans les scènes en Suède, en Danemark, ou même à l'aéroport de Kennedy, des citoyens simplement qui empêchent les déportations, des citoyens qui vont dans les ports, qui empêchent les bateaux par exemple de fascistes d'arriver.